Bienvenue à tous pour cette troisième édition du webinaire commodité qui remplace notre petit déjeuner. Alors on n'a pas osé l'appeler petit déjeuner parce que il est 10 heures et j'espère que sur les prochaines sessions, donc sur la fin de l'année, on le fera en physique et présentiel comme les années passées. La présentation se déroule en deux parties. Une première partie proposée par Philippe Chalmin et une deuxième partie par Évariste Newkey. Et puis on finira par une petite session de questions-réponses si vous en avez. Il est 10h01. On va peut-être attendre une minute et puis je passe la main à Philippe. Monsieur Chalmin? Absolument, oui. Bon, je vous propose qu'on commence. On avait mis 10h05, mais Bon, comme je sais que vous aimez bien prendre un peu de temps, vous autant qu'on croyez? gagne les 2-3 minutes. Moi, je propose Ok, qu'on y va. Je vous laisse la main et puis bah, on est parti. bien. Eh bien, merci et bonjour à tous. Croyez bien que je regrette de ne pas pouvoir vous rencontrer physiquement et j'espère que à l'automne, nous aurons l'occasion d'un véritable petit déjeuner. C'est pour moi un très grand plaisir que de vous présenter. Alors, je vous le montre parce que nous venons de le publier. On a fait notre conférence de presse hier et vous avez peut-être vu, il a été assez abondamment repris dans la presse hier, dans les Échos ce matin, dans le Figaro, dans la Croix, et hier soir dans le Monde, et parce que effectivement en plus nous sommes dans une conjoncture sur les marchés de matières premières particulièrement intéressante, au point que certains n'ont pas hésité à parler et à utiliser un mot dont je vais essayer de vous dire qu'il n'a pas beaucoup de sens, c'est-à-dire un super cycle. Donc au lendemain de la pandémie, sommes-nous en présence ou non de ce que certains veulent qualifier de super cycle pour les matières premières? Comme à l'habitude, je vais traiter l'ensemble des matières premières en étant peut-être un peu plus soft sur l'énergie, dans la mesure où je sais que mon ami Évariste est infiniment plus compétent que moi lorsqu'il s'agit de parler de gaz, d'électricité et peut-être même aussi de carbone, puisque le marché du carbone, lui aussi, participe assez largement à la fête. Alors, tout d'abord, essayons quand même de faire un petit point sur la conjoncture économique. Tout d'abord, peut-être vous rappeler que même si nous avons avec délice retrouvé le chemin des terrasses, que dans 15 jours, avec votre QR code, vous pourrez aller au restaurant, le Covid est toujours là. Le Covid est toujours là et vous rappelez que pour l'instant, au niveau mondial, nous comptons officiellement 3,3 millions de décès, 3,3 ayant 15 jours ou 3 semaines, mettons même 3,5 millions de décès. Ceci étant, la réalité est probablement très différente. The Economist, excellente publication anglo-saxonne, a fait des calculs en partant
de la réalité des morts supplémentaires, c'est-à-dire ce qui n'est pas officiellement enregistré, mais en reprenant les statistiques de décès, en analysant ce qui était probablement lié au Covid, ils arrivent à une fourchette qui va et qui allait, les calculs ont là aussi une quinzaine de jours, qui allait de 7 à 12 millions de décès au niveau mondial, avec une moyenne légèrement supérieure à 10 millions de décès. 10 millions de décès, cela fait de ce Covid la pandémie la plus meurtrière que le monde ait connue depuis exactement un siècle, c'est-à-dire depuis la grippe espagnole qui, elle, avait fait à l'époque, on dit entre 50 et 100 millions de décès. Nous en sommes loin, mais nous avons dépassé la grippe asiatique de la fin des années 50 et quelques autres événements. La pandémie n'est pas terminée, d'autre part. On enregistre aujourd'hui pratiquement 1 million de nouveaux cas par jour au niveau mondial, dont un bon tiers en Inde. Et vous savez que l'Asie est redevenue l'épicentre aujourd'hui de la pandémie. Au niveau, alors ça c'est le côté sanitaire, nous le connaissons tous, etc. Au niveau économique, le monde a connu en 2020 son recul économique le plus fort qui ait jamais été enregistré depuis la Grande Dépression. Ce que vous voyez là, c'est l'évolution, la croissance économique mondiale en valeur trimestrielle pratiquement sur l'ensemble des pays de la planète, enfin les pays les plus importants, et vous voyez que nous avons largement dépassé le creux qui avait été celui de 2007-2008. Donc, on peut dire, et ce n'est pas une exagération, c'est une réalité, que nous sommes en présence du recul, donc de la crise économique la plus forte que le monde ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale, et donc en réalité depuis la Grande Dépression. Je signale que j'ai l'impression qu'on a perdu les slides. Je me trompe, ou du moins je n'ai plus les slides sur mon écran. Ah oui, J'ai j'ai fait bon, une fausse manip, je alors, pense. Désolé. mon cher Philippe, si vous me voilà. Bon, alors nous sommes revenus là où je voulais que nous allions, c'est-à-dire pour vous rappeler. Là, les chiffres sont maintenant à peu près définitifs. Pour vous rappeler ce qu'a été la réalité de la croissance économique mondiale, ou plutôt du recul économique mondial en 2020, on aurait enregistré sur l'ensemble de l'année. Le graphique précédent, c'était des chiffres trimestriels. Le creux est atteint au deuxième trimestre de 2020, mais sur l'ensemble de l'année, le PIB mondial se rétracte de 3,8%. Vous voyez que tous les chiffres et pratiquement tous les pays sont en négatif, à une exception majeure qui est la Chine, qui a quand même réussi à afficher une croissance positive. Et là, il n'y a pas de manipulation, on va le voir d'ailleurs par la suite, de 2,3%. Par contre, on a des reculs à peu près partout. Je vous rappelle que la France a fait l'année dernière moins 8%. Nous ne sommes pas les pires en Europe. Vous voyez l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni. Par contre, remarquez que le recul américain est beaucoup moins fort que nous ne pouvions l'anticiper, ceci étant largement lié au plan de relance. Car en fait, au-delà de la crise, au-delà de ces chiffres, ce qui est peut-être le plus important, c'est le graphique que vous voyez ici. C'est-à-dire, c'est l'asymétrie à laquelle on a assisté de la reprise. La ligne rouge, c'est le niveau du PIB chinois. Vous voyez que la Chine est la première touchée, tout est parti de Wuhan, et donc dès le premier trimestre de 2020, la Chine est en négatif. Mais en réalité, dès le deuxième trimestre, et on peut dire, je dirais, dès le début de l'été 2020, la Chine retrouve un sentier de croissance et vous voyez que celui-ci s'accélère par la suite. Nous avons les derniers chiffres étant ceux du premier trimestre 2021. À la différence des États-Unis et de l'Europe, qui eux plongent au deuxième trimestre, et dans le cas des États-Unis, qui commencent finalement
à récupérer, et on le voit là, avec, et qui retrouvent à peu près leur niveau de PIB antérieur à la crise dès le premier trimestre 2021. L'Europe, elle, est à la traîne, puisqu'on peut parler, il y a eu ce qu'on appelle techniquement un double dip, c'est-à-dire une rechute de l'économie au quatrième trimestre 2020 et encore au premier trimestre 2021, c'est-à-dire que nous sommes retombés dans ce que les économistes appellent une récession. Ça, c'est une lecture très importante parce que, incontestablement, eh bien, la Chine a creusé l'écart en 2020 et paradoxalement, du point de vue économique, elle apparaît au fond comme un grand, elle sort un peu bénéficiaire, paradoxale, de cette crise. Alors, regardons justement ce qui se passe côté chinois. Vous voyez, là, et bon, effectivement, vous avez un rattrapage qui exagère peut-être un petit peu les perspectives, mais on voit bien le recul du premier trimestre 2020 et ensuite le rebond, et un rebond qui, vous le voyez, s'accélère encore, puisque en base annuelle, mais sur un trimestre, la Chine a enregistré une croissance de plus de 15%, entre 15 et 20% au début de cette année. Et ceci, nous le retrouvons en particulier sur un élément qui est important, puisqu'il concerne les matières premières et les besoins de la Chine en matières premières. Je veux parler de la croissance de la production industrielle. Vous remarquerez par exemple que lors de la crise de 2007-2008, la production industrielle chinoise n'était jamais passée en évolution négative. Là, elle y est passée pour la première fois au premier trimestre, puisque pratiquement la Chine s'est mise à l'arrêt il y a un peu plus d'un an, au lendemain des vacances du Nouvel An chinois. Depuis, la reprise est incontestable et on retrouve là des taux de croissance de production industrielle. Regardez quand même les échelles. Nous étions au début du siècle à une croissance annuelle de la production industrielle de l'ordre d'une vingtaine de pourcents. Là, bon, il est très probable qu'on assistera par la suite à un tassement, mais ceci va expliquer en particulier la reprise d'un certain nombre de prix internationaux de produits industriels importés par la Chine. Je pense bien entendu aux minerais de fer, aux métaux non ferreux, etc. Donc, du côté de la Chine, incontestablement, la pandémie est quelque chose pratiquement du passé, ce qui n'est pas le cas dans le reste du monde. Alors, l'autre grand pays, ce sont les États-Unis. Vous voyez que la courbe est là quand même assez différente quand on regarde l'évolution du PIB. Les États-Unis ont récupéré. Alors, le pire moment pour eux, ça avait été le deuxième trimestre de 2020. L'explication du rebond américain, il est relativement simple. Ce sont les milliers de milliards de dollars que Donald Trump d'abord, Joe Biden ensuite, ont insufflé dans l'économie américaine, au point d'ailleurs d'amener certains à parler quasiment de surchauffe. Regardez ici l'optimisme du milieu économique américain. Ce que vous voyez là, c'est un des très bons indicateurs avancés à notre disposition. C'est l'indicateur dit des directeurs d'achat. C'est très simple. Quand il est en dessous de 50, c'est qu'on est où on va vers la récession. Quand on est au-dessus de 50, c'est qu'on est où on va vers l'expansion. Vous voyez que là, nous avons une lecture qui est la meilleure lecture de cet indice depuis le début du XXe siècle, et donc qui est même meilleure que la période quand même relativement euphorique qui avait été celle des années qui précédaient la crise des subprimes de 2007-2008. On peut d'ailleurs même parler d'euphorie. Il y a un graphique très intéressant, c'est celui-ci. Ce sont les mises en chantier de logements. Et gardez cela en tête, car nous retrouverons finalement là une explication à la flambée d'un prix d'un produit auquel nous n'étions pas très très habitués, qui est le bois de construction. Vous voyez que on avait eu au début du siècle une euphorie
tout à fait incontestable de mise en chantier de logements aux États-Unis, puisqu'on était même monté, alors là ce sont des chiffres en rythme annuel, on était monté presque à 2 millions de mises en chantier de logements en rythme annuel. Euh, Ensuite, ceci avait provoqué une crise du marché de l'immobilier qui a été à l'origine, souvenez-vous, de la crise des subprimes. Et donc, on assiste à une dégringolade, un effondrement du marché du logement. Vous voyez, on tombe aux alentours de 500 000 logements par an. Peu à peu, la situation s'améliorait. Et vous voyez, au lendemain, bon, il y a un arrêt bien entendu au deuxième trimestre 2020. Et depuis, eh bien, on est repris, on est revenu à un niveau de l'ordre de 1,5 million de logements en rythme annuel. Je vous rappelle que aux États-Unis, 80% des logements et des maisons, quand vous baladez aux États-Unis, bah, ce sont des maisons en bois. Donc la demande de bois est l'explication majeure de la flambée sur laquelle je reviendrai du bois de construction, un produit que je ne pense pas que dont Engie ait fait un des produits que vous traitez, mais il est quand même tout à fait important. Quand on regarde plus globalement la production industrielle américaine, là, vous voyez que on ne retrouve pas les niveaux encore aujourd'hui qui étaient ceux d'avant la pandémie, et une bonne partie de la reprise américaine se fait par le biais des importations. Et vous avez noté que le déficit commercial américain est devenu totalement abyssal ces derniers mois, ce qui peut expliquer d'ailleurs au passage la reprise économique chinoise par le biais des exportations. Alors, si je passe l'Atlantique, ben, l'Europe, c'est quand même moins brillant. Hein. Vous voyez que là, nous sommes encore loin de retrouver des niveaux pré-pandémie. On les retrouvera probablement pas avant 2022, suivant les pays. Remarquons simplement quand même, et c'est un de mes indicateurs favoris là aussi, que nos voisins allemands, le moteur économique allemand, regagne un petit peu de confiance. Que vous avez là, c'est l'indice IFO qui est le moral des milieux d'affaires allemands. Celui-ci, quand même, s'est amélioré sans revenir à la période un peu euphorique que nous avions. Mais vous voyez que le déclin allemand se faisait déjà largement avant la pandémie. Alors, très rapidement, je vous rappelle que là où la situation est pire, c'est un pays comme le Brésil, par exemple, qui a été touché à la fois au niveau sanitaire, au niveau politique par l'incompétence de M. Bolsonaro, et qui, malgré le boom de ses exportations, se retrouve dans une situation quand même tout à fait difficile, même si, comme vous l'avez pu le remarquer, le recul économique brésilien n'a pas été très, très impressionnant. Et puis, le pays dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est l'Inde. Alors, bon, au-delà de cette courbe, il faut rappeler quand même que l'Inde est beaucoup moins sensible aux accidents extérieurs que bien d'autres pays. Il n'en reste pas moins que les perspectives indiennes me paraissent quand même un petit peu difficiles, étant donné l'expansion du Covid, paradoxal finalement, et les retards de la vaccination, paradoxal, puisque l'Inde est quand même le premier producteur mondial de vaccins. Alors, bon, je ne vous en montre pas plus. Il y a quand même un graphique qui est surprenant, c'est celui-ci. Car quand vous regardez cette courbe, qui est un, un calcul sur l'ensemble des bourses de valeur de la planète, vous vous dites, mais bon Dieu, il ne s'est rien passé. Et au fond, le monde est heureux. Jamais les indices boursiers n'ont été aussi hauts. Vous voyez à peine une sorte de hockey au début 2020, parce que quand même on se dit la pandémie, ça va être embêtant, et puis tout repart à des niveaux tout à fait extraordinaires. C'est important pour nos marchés de matières premières, parce que les investisseurs peuvent croire au Père Noël, peuvent imaginer que les arbres vont continuer à monter jusqu'au ciel. Il y en a quand même qui sont un peu réalistes, qui se disent il est peut-être temps de regarder ailleurs, il est peut-être temps de regarder vers d'autres classes d'actifs. Et ceci est, à mon avis, une raison de l'intérêt qui est porté et qui a été porté
par des investisseurs ces temps derniers sur les marchés de matières premières. Alors, restons un moment dans le champ de l'économie. Qu'est-ce que l'on peut anticiper pour 2021 et au-delà? Alors là, je vous ai listé les phénomènes positifs et les phénomènes négatifs. Phénomènes positifs, bien entendu, des plans de relance extraordinairement massifs, puisque si vous faites le total, vous arrivez à quelque chose comme 20 000 milliards de dollars, en particulier aux États-Unis. L'Europe, de ce point de vue-là, est très en retard. Je vous rappelle que le plan de relance européen, le grand emprunt qui nous avait fait tellement rêver, car il était une première, décidé en juillet de l'année dernière, n'est toujours pas opérationnel. Nous continuons à avoir, malgré maintenant probablement quelques tensions nouvelles, nous continuons à avoir des taux d'intérêt qui sont faibles, voire dans un certain nombre de cas encore négatifs. Un des éléments favorables à la reprise, c'est que chacun d'entre nous, pendant un an, nous avons vécu un peu comme des moines, c'est-à-dire que nous avons très peu consommé, donc nous avons épargné. Si nous épargnons, bah, nous avons des réserves et donc nous allons probablement beaucoup plus consommer, nous consommons beaucoup plus et donc nous assistons aujourd'hui à une reprise largement tirée par la consommation. Euh, Autre élément, c'est que, et ça c'est positif, j'y reviendrai, c'est que tous ces plans de relance, etc., mettent en avant beaucoup plus qu'autrefois. C'est une des conséquences positives de cette crise, c'est la prise de conscience environnementale. Je ne vais pas vous convertir à l'écologie, et ce ne serait pas du tout mon genre, mais c'est vrai que nous avons assisté à un verdissement de l'économie et ce verdissement va se traduire par des investissements nouveaux dans de nouveaux domaines et c'est là quelque chose d'important dans la préparation du futur. Enfin, élément tout à fait positif, c'est qu'aujourd'hui, c'est incontestablement la croissance chinoise qui tire l'expansion économique de la planète. En négatif, qu'est-ce que nous avons? Bah, d'abord, on n'est pas sorti du Covid. Bon, nous allons probablement en France passer un bel été. Est-ce que nous aurons ou non une quatrième vague à la rentrée? On sait que dans nombre de pays, le nôtre en particulier, enfin pas en particulier, mais on n'est pas spécialement exemplaire, nous avons des niveaux de vaccination qui restent encore relativement limités et un certain nombre d'autres pays montrent quand même des carences incontestables. Vous savez par exemple que les problèmes indiens ont amené le gouvernement indien à restreindre ses exportations de vaccins, ce qui pose un énorme problème au programme COVAX qui est financé par les Nations Unies et par les organisations internationales et qui était destiné à financer la vaccination dans un certain nombre de pays parmi les moins développés. Aujourd'hui, nous sommes en pénurie de vaccins de ce fait-là. Enfin, il faut rappeler deux autres éléments. Un, que tout ceci, nous le faisons quand même à crédit, un crédit qui n'est pas cher, mais nous avons une dette qui est assez considérable. Bon, ça ne m'inquiète pas trop. Ça m'inquiète d'autant moins que la meilleure manière quand même d'éliminer la dette, ça reste de ruiner le rentier. Et comment ruiner le rentier si ce n'est par de l'inflation? C'est vrai que nous assistons à une reprise de l'inflation. Alors, est-ce que le scénario à venir saurait être celui d'une stagflation? C'est peut-être une hypothèse que nous pouvons avoir. Le résultat, ben voilà, alors je ne vais pas vous afficher mes prévisions plus que d'autres. J'ai pris sur le marché celles que j'estime, alors peut-être pas les plus crédibles, mais celles qui me paraissent les plus sérieuses. Alors il se trouve que ce sont les plus optimistes aujourd'hui, ce sont les prévisions du Fonds monétaire international. Vous voyez qu'ils imaginent que le monde repartirait en 2021 avec plus 6%, que la croissance reviendrait à un peu plus de 4% en 2022. Là, bon, vous voyez que malgré tout, les écarts se creusent.
reprenez mon premier graphique où on voit les différentiels, vous voyez que la Chine repartirait, donc ferait plus 8% cette année, et puis reviendrait sur son niveau, je dirais, syndical, décidé par le Parti communiste de l'ordre de 6% de croissance par an. Les États-Unis ne s'en sortiraient pas mal. Vous voyez que l'Europe, tout comme le Japon, sont assez loin derrière. Et je ne vous ai pas mis des chiffres sur d'autres pays émergents. En particulier, je ne vous cache pas que j'ai des doutes assez forts sur la croissance indienne, en particulier cette année. Alors, ceci étant, je vais abuser un petit peu de mon temps, juste sur une petite réflexion sur cette crise de 2020. Parce que cette crise de 2020, elle est sanitaire, elle est économique, mais il me semble, et permettez à l'historien que je suis de vouloir prendre un petit peu de recul, il me semble qu'elle est un tournant majeur, beaucoup plus important que le hockey économique que nous vivons, qu'elle est un tournant majeur à comparer dans l'histoire avec les deux tournants majeurs que furent la crise des années 30, dite crise de 1929, la Grande Dépression, et puis on l'oublie toujours, la crise des années 70, qu'on a appelée la crise de 74 au moment du premier choc pétrolier. Mais au fond, le premier choc pétrolier avait été une étincelle qui avait déclenché une crise qui était déjà largement sous-jacente, déjà dans la contestation des années 60, etc. Et qui a mis fin, cette crise de 74, cette crise des années 70, qui met fin symboliquement aux 30 glorieuses, l'expression, vous vous en souvenez de Jean Fourastier, les 30 glorieuses de l'après-Seconde Guerre mondiale. Eh bien, mon hypothèse, alors une hypothèse, et ça peut se discuter bien entendu, c'est que le Covid aura été là aussi l'étincelle, un peu comparable au premier choc pétrolier, l'étincelle mettant fin à d'autres 30 glorieuses qui étaient celles au fond de la mondialisation un peu heureuse. 30 glorieuses puisque ça avait commencé en 1990 avec la chute du mur, avec la fin du communisme soviétique, et nous avons imaginé que le monde avait trouvé une nouvelle voie. Certains parlaient déjà de fin de l'histoire, et que, au travers de cette mondialisation heureuse, le monde allait pouvoir régler l'essentiel de ses problèmes dans un modèle économique qui était quand même celui de l'économie libérale. Euh, il me semble que la crise de 2020 aura été un réactif à bien d'autres tensions que nous n'avions pas voulu voir ces dernières années, de contestation de la mondialisation, de remise en cause, de critique de la montée des inégalités, de mouvements populistes, etc. Et que ceci se traduit déjà, et va se traduire par un retour à l'intervention publique, un retour et à la reconstruction de l'État-providence, au fond, par une sorte de revanche dans un cycle-là de la pensée et de l'action économique, une revanche des keynésiens face aux libéraux. Là-dessus, deux autres éléments, à mon avis, sont majeurs dans la rupture initiée par la crise de 2020. C'est, je l'ai déjà dit, la prise de conscience environnementale. Jusque-là, on trouvait, et les gens de ma génération, qui est peut-être la vôtre, ceux qui m'écoutaient, nous trouvions amusante la petite Greta, etc. C'est vrai que maintenant, nous sommes dans un moment où la prise de conscience de ce que j'appelle le défi vert, c'est-à-dire les défis environnementaux, climatiques, etc., sont particulièrement importants. Regardez simplement, je pense que Évariste va peut-être en parler, le scénario net zéro publié par l'Agence internationale de l'énergie la semaine dernière. Regardez ce qui vient se passer au conseil d'administration d'Exxon. On voit bien qu'il y a une mutation majeure dont probablement nous ne voyons que le début. Et puis, le troisième élément dans cette rupture que peut engendrer la crise de 2020, c'est incontestablement la maturité de la Chine. La Chine n'est plus un pays émergent, ça y est,
elle est devenue une puissance économique mondiale. Et je dirais même que d'un point de vue géopolitique, cette période des Trente Glorieuses avait mis un terme, du point de vue géopolitique, à ce qu'on appelait l'ordre westphalien, c'est-à-dire l'équilibre des pouvoirs entre l'Est et l'Ouest. Soudain, nous n'avions plus qu'un pouvoir impérial, c'était les États-Unis. Quelque part, nous revenons dans un nouvel ordre westphalien et la lecture que nous pourrons faire, tant de la géopolitique que des tensions économiques, sera une lecture essentiellement États-Unis versus Chine, avec une Europe, malheureusement, il faut bien le reconnaître, relativement marginalisée. Voilà un petit peu le panorama général. Alors voyons maintenant, si vous le voulez bien, les questions et nos marchés de matières premières. Vous retrouvez là l'indicateur Cyclope, qui est donc un panier de matières premières, et la courbe rouge, c'est l'indicateur global qui comprend toutes les matières premières, énergie et métaux précieux compris. La courbe bleue enlève l'énergie qui pèse quand même très lourd dans notre indice global, enlève l'énergie et les métaux précieux un petit peu secondaires. Vous voyez que nous assistons à un rebond qu'il ne faut probablement pas exagérer, même s'il peut faire les titres de la presse, et si ça permet cette année de vendre un peu plus le rapport Cyclope, j'en serais extrêmement heureux, mais en perspective longue, on a du mal quand même à vraiment parler de supercycle. Alors, passons en revue un certain nombre de ces marchés. Bon, je vais aller très vite dans le champ de l'énergie parce que je ne veux pas prendre la place d'Évariste. Là, vous avez le prix du pétrole, donc en bleu c'est le Brent et en rouge c'est le WTI. Nous sommes revenus, là on a touchoté les $70 le baril ces derniers jours, donc on est revenu $70 le baril, je vous rappelle, c'était le niveau que l'on avait atteint fin 2019, début 2020, au moment des tensions liées à la mort du général Soleimani, qui avait été tué par un drone américain dans les faubourgs de Bagdad. Depuis, vous vous souvenez que nous avons vécu une période particulièrement amusante qui a coûté très cher à un certain nombre d'investisseurs chinois en particulier, ce moment extraordinaire où pendant quelques heures, le prix du pétrole est passé négatif sur le marché à terme américain. Ça n'était qu'un épiphénomène, puisque le Brent au plus bas, lui, est tombé à 15-16 $ le baril au maximum. Bon, alors vous me direz, on est revenu à des niveaux de l'ordre de $70, entre 60 et $70, disons grossièrement. Ceci étant, ceci n'a été possible que parce que les producteurs se sont astreints à une discipline, d'ailleurs, qu'ils ont respectée, une discipline quand même qui sort sur un marché mondial qui était avant la pandémie de l'ordre de 100 millions de barils jour. La consommation n'a toujours pas rattrapé ce niveau et on ne sait pas d'ailleurs si elle le rattrapera. L'OPEP+, c'est-à-dire l'OPEP plus la Russie et ses alliés, sort encore du marché 7 millions de barils jour. Et pour relativiser encore le niveau des prix du pétrole, je vous rappellerai que ceci se fait avec deux producteurs potentiellement majeurs, même si leurs capacités de production se sont réduites ces dernières années. Je veux parler du Venezuela et de l'Iran, qui sont toujours sous embargo, embargo relatif permettant au Venezuela d'exporter en quelque chose comme 500 000 barils jour, là où il était il y a 20 ans à 4 millions de barils jour, il faut le rappeler, et à l'Iran de sortir, alors suivant les moments, entre 500 000 et 1 million de barils jour, avec des mois à zéro d'ailleurs, là où son potentiel très rapide serait de l'ordre de 2,5 millions de barils jour. Donc, relativisons quand même la hausse des prix du pétrole. Très rapidement, parce que là, je pense que Évariste va en parler, je ne peux pas ne pas noter quand même, d'abord que le gaz naturel est aujourd'hui une commodité internationale par le biais du GNL. Et ce qui a été extraordinaire l'année dernière, on a parlé du pétrole
mais c'est l'extraordinaire volatilité des prix du GNL. Je vous rappelle qu'il y a un an exactement, le GNL devait être, je crois, là j'ai mis $1, en fait c'était un peu moins de $2, 1,7, 1,8 dollars le million de BTU. Ce qui était un prix en dessous d'ailleurs de tous les prix de production de la planète, y compris du Qatar, etc. On est monté au mois de janvier avec la période de froid qui a touché toute l'Asie. On est monté sur la cotation du JKM, on est monté à $30 et il m'a été dit qu'il y avait eu une ou deux cargaisons spot qui avaient été négociées à $40 le million de BTU. Ensuite, on est retombé. Aujourd'hui, on est à un niveau quand même relativement élevé. On est légèrement en dessous de $10 le million de BTU, ce qui est quand même relativement élevé, ce qui est lié. Et c'est une de mes thèses qui contredit d'ailleurs ce que raconte l'Agence internationale de l'énergie. Pour moi, le gaz naturel, c'est quand même l'énergie de transition. Et si on veut éviter et essayer de sortir de l'emprise du charbon, particulièrement marqué en Asie, bah, c'est bien entendu le GNL qui peut, le GNL ou le gaz par gazoduc en provenance de Russie, mais c'est le GNL qui peut jouer ce rôle. Remarquez aussi alors la hausse des prix du charbon. Alors le marché du charbon est un marché plus étroit, bien entendu, lié notamment aux tensions entre la Chine et l'Australie, puisque la Chine a de facto pratiquement arrêté d'importer du charbon australien, ce qui n'est pas évident pour son charbon à coque. Et pour le charbon vapeur, ceci a donné une prime, en particulier au charbon vapeur de bonne qualité par rapport au charbon vapeur indonésien. Je ne suis pas sûr que ceci durera très longtemps, mais lorsque je vois l'AIE dire que dans son scénario net zéro, alors j'adorerais bien entendu de dire qu'on réduira la consommation de charbon en 2050 de 90%, je veux bien, il n'y aura probablement plus en 2050 de charbon en Europe, il n'y en aura probablement plus non plus en Amérique du Nord, mais l'Inde et la Chine, qui en représentent aujourd'hui 2 tiers de la consommation mondiale, ne sont absolument pas mûrs et ne sont pas préparés pour l'après-charbon. Alors, venons-en maintenant à d'autres produits, et ceux sur lesquels, justement, et ceux sur lesquels s'appuient notamment les tenants de la thèse du supercycle. C'est vrai que nous avons assisté à une flambée des prix des métaux. Ce que vous avez là, c'est un indicateur qui reprend les 6 grands métaux non ferreux. Là, c'est les grands métaux non ferreux qui sont cotés sur le LME, le cuivre, l'étain, le plomb, le zinc, le nickel et l'aluminium. Vous voyez une très forte remontée qui, là, effectivement, nous ramène à des niveaux que l'on n'avait pas connus depuis la phase de très forte tension sur l'ensemble des marchés entre 2007 et 2013. Incontestablement, la star, ça a été le cuivre, puisque le cuivre a battu, il n'avait jamais, enfin il avait tutoyé en 2011 la barre des $10 000 la tonne. Là, il a passé pour quelques jours la barre des $10 000 la tonne. Alors, plutôt, pourquoi spécialement le cuivre? D'abord, c'est largement lié aux importations chinoises, alors avec des questions techniques aussi, car les Chinois ont arrêté d'importer du scrap, c'est-à-dire des déchets de cuivre, donc ils ont eu d'autant plus de demandes sur à la fois des concentrés et du métal. Le cuivre, par ailleurs, a été très favorisé par les investisseurs, tout simplement parce que tout le monde se dit transition énergétique, donc électricité, donc besoin de cuivre pour le transport de la dite électricité, et puis dans l'utilisation, une voiture électrique, elle a plus de cuivre qu'une voiture normale, etc. Et donc, on a probablement anticipé beaucoup plus qu'il n'eût été raisonnable la demande mondiale de cuivre sur un marché légèrement déficitaire,
mais qu'il ne pouvait pas justifier, puisque au plus bas, en mars, on était à 4 500 $ la tonne, et vous voyez, on est monté à 10 000 $ la tonne. Il y a d'ailleurs un autre produit relativement électrique, c'est le nickel. Alors, le nickel bon, c'est moins spectaculaire, vous le voyez. Alors, le nickel, nous nous y sommes directement intéressés en tant que Français, puisque enfin, la Nouvelle-Calédonie fait encore partie de la France, donc nous sommes un gros producteur de nickel. Et je dirais une partie de l'avenir politique de la Nouvelle-Calédonie se joue curieusement sur le nickel. Vous voyez que le nickel était monté, lui aussi, il avait pratiquement doublé. Il avait atteint 20 000 $ la tonne. Mais vous voyez, le petit hockey que l'on voit au mois de février-mars, dans lequel le nickel perd 4 ou 5 000 $ la tonne, il est lié, et c'est intéressant, il est lié à l'annonce par des fabricants de batteries électriques chinois qu'ils ont développé un nouveau process leur permettant de produire du nickel de qualité batterie à partir d'un nickel relativement frustre qu'on appelle la fonte de nickel, qui jusque-là était uniquement utilisée pour faire des aciers inoxydables de basse qualité. Le résultat, le marché, vous le voyez, a perdu 3 000 à 4 000 $, et ça montre bien l'extrême sensibilité que peuvent avoir un certain nombre de marchés de ces métaux qui peuvent être potentiellement directement utilisés dans la transition énergétique, l'extrême sensibilité qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des mutations technologiques. En clair, nous avons une idée de ce que des métaux dont nous avons besoin aujourd'hui, mais nous ne savons pas dans 10 ans, dans 20 ans, de quoi seront faites les batteries des véhicules électriques. Peut-être tous nous conduiront à ce moment-là. Un autre métal a littéralement défrayé la chronique, c'est l'étain. Alors l'étain, vous me direz, bof, ça fait un certain temps que nous utilisons de moins en moins des boîtes de conserve. Les boîtes de conserve sont en fer blanc, donc c'est du fer avec un étamage d'étain, mais ça représente aujourd'hui une plus faible partie de l'utilisation d'étain. Mais l'étain, il est utilisé dans les soudures pour l'industrie des semi-conducteurs, et donc l'étain est directement lié aux tensions sur les semi-conducteurs. Et vous voyez que là, le marché est monté au-delà de 30 000 $ la tonne, ce que l'on avait connu pour quelques moments en 2010-2011. Au passage, vous avez noté, pour certains ceux d'entre vous d'ailleurs qui en utilisent, les problèmes rencontrés sur une autre commodité que nous traitons dans Cyclope, qui est le marché des semi-conducteurs. Alors, un élément d'ailleurs qui peut aussi expliquer la hausse des prix de l'étain, c'est bien entendu la crise politique au Myanmar. Même si le Myanmar est un quasi-protectorat chinois, et ça a posé quand même des problèmes, puisque une bonne partie de la production d'étain chinois est faite à partir de minerais en provenance du Myanmar. Bon, je passe très rapidement sur l'or, bien entendu. Vous vous souvenez que l'or, cet été, enfin l'été dernier, a dépassé le seuil mythique des 2 000 $ l'once. Depuis, il s'est replié. Je vous rappellerai simplement que l'or est un investissement totalement absurde et que c'est un métal qui prospère sur le malheur des hommes. Il suffit de voir d'ailleurs que les cours ont particulièrement chuté aux alentours du mois de décembre, quand il s'est révélé que les programmes de vaccination allaient pouvoir se développer. Et je dirais qu'aujourd'hui, plus on vaccine, moins l'or plus l'or perd de l'intérêt, d'autant plus d'ailleurs à l'avenir que la probable reprise des taux d'intérêt rendra l'investissement en or relativement plus coûteux. Alors, un élément qui est important aussi, là je vous ai parlé des grands métaux non ferreux, etc. Mais regardez, sur des produits, je dirais, de base, et sur des produits qui ne font pas l'objet véritablement de cotations sur les marchés dérivés. Donc il n'y a pas forcément de spéculation aussi marquée. Regardez simplement là l'évolution du prix de l'acier aux États-Unis. Alors, merci, Monsieur Trump, les États-Unis se sont protégés. Et donc, vous voyez que les prix de l'acier, on était en 2020, on était aux alentours de 500-600 $ la tonne. Nous sommes aujourd'hui à 1 300 $ la tonne.
ce que l'on retrouve d'ailleurs dans les tensions inflationnistes que j'ai évoquées, bien entendu, en ce qui concerne les États-Unis. On va retrouver cela au travers alors d'une flambée des prix. Et alors là, il faut même actualiser mon graphique, parce que là, nous n'avons que des données mensuelles, donc j'ai 1 ou 2 mois de retard. On est passé au-delà des 200 $ la tonne pour la tonne de minerai de fer, côté fret port chinois, alors pour du 62%. En plus, les tensions sont encore plus fortes pour du 65%. Et ça, c'est pas de la spec, c'est simplement les besoins de la Chine. Je vous rappelle que la Chine, pour la première fois l'année dernière, a produit plus d'1 milliard de tonnes d'acier. Et effectivement, ils sont sur un track d'importer cette année 1,2 milliard de tonnes de minerai de fer. On va retrouver ça d'ailleurs sur les prix de l'acier en Chine. Et les prix des commodités ont tellement flambé en Chine que la commission, l'équivalent de la commission bancaire en Chine, a décidé de demander aux banques d'interdire la commercialisation de produits dérivés à base de matières premières qu'ils estiment être devenus toxiques. Il faut signaler quand même que sur nombre de ces marchés, la spéculation en Chine est tout à fait intense et les Chinois ont développé des marchés à terme, mais ils continuent à confondre un peu Chicago et Casino. Je vous ai dit un mot, mais ça rentre bien dans cette ambiance. Je vous avais dit un mot du bois de construction. Alors là, vous avez la courbe du bois de construction aux États-Unis. C'est calculé en milliers de pieds planches, 1000 board feet. C'est à peu près l'équivalent de 2,3 mètres cubes. Sur, vous voyez, les années, d'ailleurs même antérieures, ça se baladait entre 200 et 500 $ la tonne. Quand j'ai rédigé Cyclope, on était au mois de février. Je trouvais ça déjà extraordinaire. On était à plus de 1000 $ les 1000 pieds planches et nous voilà maintenant à 1600 $. Là, le marché s'est un peu replié. Ça veut dire que les prix du bois de construction ont été multipliés par 4 et c'est un ingrédient tout à fait nécessaire, bien entendu, pour l'industrie de la construction aux États-Unis. Du coup, les Américains sont venus s'approvisionner en Europe. Et même si nous n'avons pas le boom de la construction, elle se porte pas mal en Europe, mais ça n'est pas le même boom qu'aux États-Unis, bah, nous avons eu pratiquement un doublement du prix de ce que nous appelons en France le bois d'œuvre. Je sens qu'il faut que j'accélère, donc je vais très vite pour vous dire quand même que nous vivons un peu la même chose sur les marchés agricoles. Vous avez là le prix du maïs lié à la demande chinoise. Cette année, la Chine, qui est confrontée à une autre pandémie importante dont on n'a pas trop parlé, qui est la peste porcine africaine, qui a coûté aux Chinois à peu près la moitié de leur cheptel porcin, et la Chine produisait la moitié de la production mondiale de porc. Eh bien, la Chine est devenue un énorme importateur de viande, mais aussi de céréales, et cette importation chinoise, avec quelques problèmes climatiques certes, qui explique la flambée des prix du maïs, celle du soja que vous voyez ici. Et donc, au moment où je vous parle, donc nous sommes fin mai, bah, vous voyez ma liste de prix. Non, là, vous êtes en train, qu'est-ce qui est en train de me bricoler? Donc, ma liste de prix, vous pourrez les regarder. Des marchés dont je n'ai pas parlé, le fret maritime, la flambée des prix du vrac sec et surtout du prix des conteneurs qui a été pratiquement multiplié par 4 et nous restons à des niveaux très élevés étant donné en particulier l'encombrement que l'on a aujourd'hui dans les ports chinois. Et puis, le carbone, Évariste en parlera probablement, nous sommes maintenant au-delà de 50 € la tonne et le nouveau marché qui vient d'ouvrir à Londres, lui, est au-delà de 50 livres sterling, ce qui fait un peu plus. Alors, bien entendu, tout le monde se dit « Ah oui, mais ça va être un super cycle, comme en 2006-2013 ». Ma réponse, et la réponse de Cyclope, c'est non. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons tout simplement un choc de demande lié à
un rattrapage de consommation, un rattrapage industriel. Et ce choc de demande, il est parti de la Chine dès l'été 2020 pour aller sur les États-Unis à partir de l'automne avec l'impact des plans de relance. Du coup, nous avons un choc de demande extrêmement fort pour toutes ces matières premières. Le minerai de fer en est un exemple, ou le bois par exemple, à un moment où l'offre et les problèmes logistiques restaient largement sous la contrainte de la pandémie. Le résultat, on a eu sur un certain nombre de marchés un problème de pénurie physique sur le rapproché. La plupart des marchés sont d'ailleurs aujourd'hui en déport, en backwardation, qui montre bien que les tensions sont des tensions sur le rapproché. Ajoutons à cela quelques accidents climatiques, ajoutons à cela du fait quand même de leur endettement, des twin déficits, etc., un dollar plus faible et qui pourrait s'affaiblir encore. Et puis quand même, n'oublions pas, dans ce champ des matières premières qui continue à nous fasciner, toutes les tensions géopolitiques qui sont ressorties après l'accalmie de 2020. Les relations entre la Chine et les États-Unis, vous les connaissez, entre la Chine et l'Australie, ça c'est intéressant, qui touche l'orge, le charbon, les concentrés de cuivre, le gaz naturel, le vin même, les tensions entre la Russie et l'Europe. L'histoire du gazoduc Nord Stream 2 est amusante. Et puis enfin, le panier de tensions que représente le Moyen-Orient, avec l'interrogation de savoir ce que sera la politique américaine, la politique de M. Biden, notamment vis-à-vis de l'Iran. Ceci m'amène, et j'en arrive, ne vous en inquiétez pas, chers organisateurs, à la conclusion, ceci m'amène à des perspectives qui sont très différentes de celles d'un supercycle. Et je vous signale d'ailleurs que depuis 15 jours, 3 semaines, on voit quand même la plupart des marchés manifestement avoir touché leur pic. Et il me semble que, au moment où je vous parle, mais je m'avance peut-être un peu, nous sommes un petit peu dans un post-pic des matières premières de cet automne, de ce printemps 2021. Donc, mes perspectives, alors quand je dis stable pour l'énergie, bien entendu, c'est jamais stable, on est toujours volatile, mais je ne vois pas de mutation majeure, notamment en ce qui concerne le prix du pétrole, qui, tant que l'OPEP+ tient, devrait rester dans sa zone au-dessus de 60 dollars le baril, disons. Normalement, les prix agricoles devraient baisser, car nous avons devant nous d'excellentes perspectives de récolte. J'ai encore vu hier que nous allions avoir, l'Inde allait avoir des récoltes exceptionnelles, la Chine pareil, la situation en Europe est plutôt bonne. Alors bien entendu, on regardera notamment pour le maïs et le soja la pluviométrie dans les grandes plaines américaines cet été, ça va être essentiel, mais globalement, on devrait avoir une perspective plutôt à la baisse. Je suis baissier sur le fer et l'acier, car j'estime que les prix actuels sont à peu près intenables, et les autorités chinoises ont commencé d'ailleurs à siffler la fin de la partie. Je serai plus incertain pour un certain nombre de métaux, parce que pour certains d'entre eux, j'en ai pas parlé, les petits, le cobalt, le lithium, etc., il faut tenir compte de ce verdissement des politiques et de l'impact que ce pourrait avoir sur la demande. Exemple, si l'hydrogène devient vraiment quelque chose de réel et connaît le développement dont on a beaucoup parlé, eh bien, ceci aura une conséquence sur le platine et sur la demande de platine en particulier. Maintenant, méfions-nous et regardons toujours l'évolution des technologies. Je vous parle à technologie constante, or nous savons que celles-ci ont relativement évolué. J'en viens à mon dernier point, au fond, en essayant de faire la synthèse de ce que je viens de vous raconter trop brièvement. Le monde d'après, oui, ce sera un monde marqué par la recherche d'un nouvel équilibre westphalien entre la Chine et les États-Unis. C'est le grand point positif, c'est que le verdissement de l'économie mondiale va s'en trouver accéléré. Malgré tout, et même si je vous ai dit que je ne prenais pas ça trop au drame, il y a un monceau de dettes dont il va falloir se dépêtrer.
mais je le répète, ça me paraît relativement secondaire, d'autant plus qu'on a trouvé un moyen de planquer les dettes sous le tapis, c'est de les faire acheter par les banques centrales. Oui, nous allons assister à un retour croissance, de la croissance. Je me demande même, quand même, pour combien de temps, parce qu'il y aura un temps où nous n'aurons plus le plan de relance. Et mon scénario de stagflation, peut-être un peu trop pessimiste aujourd'hui, pourrait gagner en crédibilité. Enfin, que vous dire sur les marchés de commodités qui nous intéressent, sinon qu'ils seront, ils sont et ils seront demain plus instables que jamais. Je termine, vous savez, pour ceux d'entre vous qui connaissent Cyclope, nous avons depuis 2007 la nous avons l'habitude de donner à Cyclope un titre issu du patrimoine littéraire mondial. On avait commencé en 2007, c'était en notre temps, avec une citation de Paul Valéry, Le temps du monde fini commence. Cette année, j'ai choisi un vers que nous avons tous appris quand nous étions gamins dans la grande tirade du Cid de Corneille. Vous savez, nous partîmes 100, nous étions 1000 en arrivant au port. Puis il y a cet oxymore célèbre dans lequel il parle de, je cite, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. J'ai bien conscience que ce que racontent les économistes aujourd'hui du futur tiennent très largement de l'obscure clarté. Je vous remercie de votre attention. Je serai heureux de répondre à vos questions et je m'excuse auprès de mon ami Évariste, rédacteur au passage du chapitre gaz naturel de Cyclope. Je m'excuse de lui avoir pris un peu de temps, mais j'imagine que comme c'est pareil chaque fois, il commence à y être habitué. Merci de votre attention. Merci Monsieur Chalmin. Est-ce que vous voyez les questions? Comme ça, on va en profiter. On va prendre juste 2-3 minutes max, Monsieur Chalmin, pour laisser du temps à Évariste. Donc, il y avait une première question qui portait sur une explication entre l'écart de croissance entre le UK et l'Union européenne. Vous aviez évoqué ça. Vous voyez la Oui, alors, question? non, enfin, je ne l'ai pas évoqué. On le retrouve notamment dans les prévisions du FMI. Alors, c'est vrai que sur le Royaume-Uni, nous avions une vision quand même relativement négative sur 2020, puisque le Royaume-Uni allait être touché directement par l'impact du Brexit. Mais dans les prévisions de court terme sur le Royaume-Uni, je crois qu'il faut prendre en compte une réussite incontestable qui est celle de la vaccination et qui a joué sur le moral des Britanniques, sur d'ailleurs la crédibilité de M. Boris Johnson, qui, lorsqu'il va recevoir dans un hôtel de Cornouailles ses hôtes du G7 dans quelques semaines, va pouvoir afficher un résultat sanitaire tout à fait exemplaire, surtout en voyant d'où, parce que le Royaume-Uni a quand même un des pays qui a été le plus touché par le Covid, et vous savez que nous ne pouvons même plus aller en Grande-Bretagne aujourd'hui du fait du variant anglais. Malgré tout, force est de constater que n'a pas encore été trop touché négativement par le Brexit et engrange finalement les résultats d'une bonne campagne sanitaire. Je continue par contre à être sceptique sur le devenir du Royaume-Uni. Je vous rappelle que Boris Johnson est confronté aujourd'hui à un très grave problème que nous connaissons un peu d'ailleurs sur le sol français, qui est au travers de ce scandale Green Seal auquel est mêlé d'ailleurs l'ancien Premier ministre David Cameron, qui est l'avenir de l'empire Gupta, qui était un colosse au pied d'argile. Ils sont en train de vendre les actifs sidérurgiques au Royaume-Uni et nous avons de grands doutes quant à l'avenir sidérurgique et aluminium en ce qui concerne la France. L'autre question, la fin des 30 glorieuses de la mondialisation, mais la Chine tire la croissance mondiale plus que jamais. Que se passe-t-il donc ensuite dans un futur environnement où la Chine est mature? C'est une très très bonne question. Alors je vous rappelle que quand je vous parle de la fin des 30 glorieuses de la mondialisation heureuse, je prends une image un peu facile, que quand on regarde bien
le tournant des années 70, et surtout tournant des années 70 que je trouve intéressant. Tournant des années 70, il commence par une grande contestation de la société de consommation, souvenez-vous du rapport Alta à la croissance, etc. Et il va se terminer par un virage vers des politiques libérales. Nous abordons la crise de 2020 avec des politiques quand même plutôt libérales. Je pense que nous allons connaître lentement, mais un virage vers un retour finalement aux économies mixtes, au fond, dans une certaine mesure, à des économies mixtes. On commence d'ailleurs à reparler de l'investissement public, de l'importance de l'investissement public dans nombre de pays. La France restant toujours de cette manière un cas tout à fait particulier. Et quelque part, le vrai défi, pour l'instant, la Chine a une tendance assez naturelle à mettre ses problèmes sous le tapis, il n'en reste pas moins que le vrai défi chinois, c'est incontestablement le défi environnemental. Sera-t-elle capable, dans son système, de le résoudre? C'est une réalité. Pour l'instant, la Chine tient des discours, va participer à la COP26 à Glasgow, mais en même temps, la Chine bat des records mondiaux de production d'acier, de production d'aluminium, ceci à partir notamment pour l'aluminium, qui est une absurdité, d'aluminium à partir d'électricité, et cette électricité, elle est à 80% d'origine charbonnière. Donc, le défi pour la Chine est d'autant plus important. Je vois d'ailleurs, la Chine ne va-t-elle pas réduire ses exportations d'acier pour réduire ses importations de minerais australiens? Cher monsieur, non seulement la Chine réduit ses exportations d'acier, mais en réalité, je parle de mémoire, mais il me semble que ces derniers mois, la Chine est quasiment devenue importatrice nette d'acier, ce qui montre bien que la flambée de la production d'acier en Chine, elle correspond véritablement à un besoin lié à la relance économique chinoise. Quand vous dites que l'impact environnemental de la production d'acier en Chine maintiendrait des prix d'acier élevés en Europe, le problème est que pour l'instant, nous n'avons pas véritablement, d'abord, on n'a pas on n'est pas capable de faire une différence. On commence à le faire pour l'aluminium. On est en train d'imaginer qu'on va faire une différence entre l'aluminium sale produit à partir de charbon et l'aluminium d'électricité à base de charbon et l'aluminium propre produit notamment à partir de l'hydroélectricité. Bon, et là, on commence à imaginer que l'on pourra faire une distinction en termes de marché. Sur l'acier, ce n'est pas encore le cas. Et c'est vrai que sur l'acier, nous avons eu de vraies tensions. Il y a un graphique qui aurait été intéressant à montrer, c'est le prix des ferrailles. Le prix des ferrailles, le prix de référence, je vous rappelle que le premier importateur mondial de ferraille, c'est la Turquie. Et la Turquie produit donc de l'acier électrique, et à partir et cet acier, c'est en général, ils s'exportent des ronds à béton et des machins comme ça. Le prix des ferrailles qui se baladaient, enfin, je n'ai pas regardé dans Cyclope la courbe, je l'ai pas en mémoire, mais on devait être coûter frais de port turc pour de la HMS 1 ou 2, on devait être aux alentours de 300-350 $ la tonne. On a passé ces derniers jours, alors je crois que c'est un peu redescendu, on a passé les 500 $ la tonne. Et donc, on a de vraies tensions. Alors, ceci étant, c'est peut-être une bonne nouvelle aussi pour ce qu'il reste de production d'acier en Europe. Hein. On ne peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, et en plus le sourire du sidérurgiste. Merci Philippe. Je coupe un peu parce que Évariste a plus beaucoup de temps. Donc Évariste, si tu peux prendre la main et on est parti. Il faut que tu sois concis comme tu sais le faire.
Alors, Évariste devrait arriver. Roulement de tambour. Yes, Bon, vous me c'est bon. voyez? Yes, on voit tout. Le Merci. son est bon? Oui. Bon, mais bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai combien de temps du coup, Philippe? Écoute, normalement, ça ferme la session à 11h30. Si on déborde de 5 minutes, on prendra le temps qu'il faut et puis on verra bien en fonction des personnes qui sont Bon, encore là. Mais vas-y. ok, ça marche. Donc, rapidement, on va commencer par la demande de gaz. Juste pour dire que depuis le début de l'année, comme vous pouvez le voir assez nettement sur les deux graphiques, la demande est plutôt forte par rapport à l'année dernière, donc à la fois sur le résidentiel et aussi sur la production d'électricité. On va faire un focus plutôt sur la production d'électricité parce que c'est assez marquant pour le marché à l'heure actuelle. Donc, il y a deux tableaux qui illustrent encore ce propos-là, hein. Vous voyez, on a un panel de pays. On voit que ce soit en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Italie, on est sur une demande de gaz pour la production d'électricité qui est relativement forte. Bon, les derniers chiffres sont du mois d'avril, mais la tendance se poursuit également sur le mois de mai. Donc, la demande est assez forte. Elle vient renforcer la demande qui est aussi relativement forte sur le résidentiel et qui nous amène à une tension globale sur la demande. J'ai rajouté un tableau sur la production d'électricité à partir des centrales à charbon pour dire aussi que, bon, certes, hein, le charbon est en train de perdre des parts de marché partout en Europe, mais il y a un pays où ça résiste, c'est en Allemagne. Et sur cette année-ci, ça reste relativement fort. Et on verra que ça aussi, ça va jouer sur le marché de l'électricité. Si on passe maintenant à l'offre, on va commencer par l'offre par gazoduc, avec un focus sur nos deux principaux fournisseurs que sont la Russie et la Norvège. Sur la Russie, en fait, je vous ai rajouté ici les flux russes livrés en Europe par route, hein. Donc, vous avez la route via l'Ukraine, vous avez Nord Stream 1 et le Yamal. Et sur l'année 2020, ce qui est assez marquant, hein, c'est la forte chute des flux qui passent par l'Ukraine, hein. Donc, on a perdu à peu près 38%. Parce que la Russie a clairement fait le choix de privilégier plutôt ces deux autres routes, donc Yamal et Nord Stream 1, en espérant que le Nord Stream 2 pourrait prendre le relais. Ce n'est pas encore le cas. Ça pose toujours problème, même si récemment il y a eu plutôt des avancées positives, hein, avec la décision de l'administration américaine de ne pas imposer de sanctions sur le développeur de Nord Stream 2. Mais pour l'instant, ça reste relativement faible. Et lorsqu'on regarde les enchères qui sont régulièrement menées à la frontière Russie-Ukraine, hein, pour de la capacité, les Gazprom n'en prend pas. Donc le choix, c'est de laisser les flux qui passent par l'Ukraine relativement stables. Donc, malgré la hausse de la demande en Europe, ce qui, vous pouvez le comprendre, crée un risque majeur d'approvisionnement pour le marché. Et sur la Norvège, hein, les flux restent aussi relativement faibles, au regard de ce qui serait nécessaire vu la hausse de la demande. Donc, globalement, une offre par gazoduc qui est relativement faible compte tenu de la tension qu'on voit sur le marché. Donc, l'autre composante de l'offre, c'est évidemment le GNL. Et pour comprendre les flux qui arrivent en Europe, il faut d'abord regarder ce qui passe par l'Asie. L'Asie est en train de connaître une baisse saisonnière de ses flux. Bon, les derniers chiffres sont du mois d'avril. On n'a pas encore la totalité des flux pour mai, mais la tendance est aussi un peu à la baisse, en ligne avec la baisse saisonnière de la demande, qui touche la plupart des pays. Donc, il y a le Japon, la Corée du Sud. Mais la Chine, encore une fois, je pense que Philippe en a assez parlé. Donc, la Chine est en train de connaître un boom économique et ça se traduit également sur ses achats d'énergie. Donc, la Chine, elle, n'a pas connu de déclin saisonnier au mois d'avril et sur le mois de mai, ça continue. Et ces déclins saisonniers, ils devraient s'arrêter rapidement pour les autres pays parce qu'on voit que
si on regarde en fait la consommation d'électricité, hein, l'électricité étant pour ces pays-là le principal consommateur de gaz, on voit qu'il y a quand même une évolution particulière une configuration particulière de la demande d'électricité. C'est le pic estival. On n'a pas tellement en Europe, mais que ce soit la Chine que vous avez ici à gauche ou le Japon sur le graphique du milieu, vous voyez qu'en été, et notamment au mois d'août, on atteint un pic qui est un pic saisonnier de demande d'électricité. Et évidemment, pour alimenter cette demande d'électricité, ben, il va falloir du charbon, il va falloir du gaz. Donc, on s'attend de façon assez certaine à ce que les Asiatiques commencent à prendre beaucoup plus de GNL. Ça a déjà commencé, ça devrait se poursuivre donc jusqu'à ce fameux pic du mois d'août, et ce qui va contribuer à tirer les marchés du GNL. On voit que ça tire déjà le marché du charbon. Donc, je vous invite à regarder le graphique en haut à droite. Ça, ce sont les prix domestiques du charbon en Chine. Donc, avec les différents contrats mensuels, vous voyez qu'on est monté assez fort jusqu'au début du mois de mai. Le pic a été atteint, je pense que c'était vers le 12. Donc tout ça porté donc par cette demande d'électricité qui vient à la fois des industriels, mais aussi des besoins de restockage des centrales électriques. Rappelez-vous, les électriciens se sont fait, entre guillemets, un peu avoir l'hiver dernier, hein, avec une forte hausse des prix au mois de décembre et au mois de janvier, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas suffisamment de stock, que ce soit à la fois de GNL et de charbon pour faire face. Mais vu la situation actuelle, les autorités, hein, que ce soit en Chine ou dans un certain nombre de pays asiatiques, les autorités sont en train de pousser les électriciens à faire tout ce qu'il faut pour se préparer pour le pic estival. Donc ça a porté le marché du charbon, mais aussi du gaz. Mais si vous voyez bien la fin de la courbe charbon, on voit un assez net repli. Ça fait suite, en fait, je pense que Philippe en a parlé, à savoir que, bon, en Chine, bon, on a senti qu'il y avait de la surchauffe et que les autorités commencent à prendre des mesures pour calmer la surchauffe. Donc là, en l'occurrence, c'est le Conseil d'État qui a commencé à dire que, bon, là, maintenant, ça finit, c'est terminé, on est prêt à prendre des mesures radicales pour calmer la flambée des prix sur les matières premières. Notez bien la nuance, on ne parle même pas de prix du charbon, c'est vraiment sur les matières premières, pour bien montrer que ça touche tout un tas de secteurs, mais pas uniquement les marchés de l'énergie. Bon, en tout cas, en résumé, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'Asie va prendre sur les mois à venir, en tout cas jusqu'au pic estival, beaucoup plus de GNL. Et ce qui va rester, ben, c'est ce que l'Europe pourra récupérer. Parce que comme on le voit sur le graphique de gauche, le marché du GNL, il est assez simple, hein. Il se résume quasiment, en tout cas au niveau de la demande, en tête-à-tête entre l'Asie et l'Europe. Donc, ce que les Asiatiques ne prennent pas, c'est ce qui est disponible pour les Européens, évidemment, en tenant compte de l'offre totale. Donc, l'Europe va en prendre moins, et on le voit déjà sur le graphique de prix en bas à gauche. On voit bien que les prix asiatiques, hein, les prix du GNL, le JKM, sont en train de repartir à la hausse. Mais du coup, le spread, l'écart de prix avec l'Europe s'écarte. Ce qui veut dire que les bateaux de GNL vont évidemment privilégier le marché asiatique et moins venir en Europe. Bon, je surveille en même temps les questions. Bon, Philippe, tu peux m'aider aussi si tu en vois. J'en vois pas pour l'instant. Paris, tu peux y aller. Il n'y a pas de questions. Pas de questions. Donc, maintenant, si on regarde l'évolution des prix, en commençant par les prix spot, donc on a connu les prix sur une dynamique haussière à partir du mois de mars, donc porté évidemment par la hausse de la demande, porté également par la faiblesse des flux de gaz gazeux, que ce soit russe ou norvégien. Il y a une accélération à partir du 27 avril, date marquante. Pourquoi? Parce que à cette date-là, il y a le gestionnaire de transport ukrainien qui a eu du mal, qui n'a pas réussi à vendre de la capacité interruptible sur la route Russie-Ukraine, ce qui indiquait clairement que Gazprom n'a pas pris de capacité et ne comptait donc pas augmenter ses flux via l'Ukraine. Ça a contribué à pousser les prix à la hausse.
mi-mai, on a connu un crash. Bon, sur l'origine du crash, les avis sont un peu partagés. Bon, certains diront que c'est la décision de l'administration américaine de ne pas imposer de sanctions sur le développeur et le CEO, de développeur de Nord Stream 2 et de son CEO. C'est une explication possible. Moi, je pense aussi qu'il y a beaucoup de cette baisse qui vient en fait de la décision du Chinois de commencer à calmer la pression sur les marchés des commodities et aussi sur le marché du charbon, ce qui a exercé une pression baissière. Bon, un adepte de l'analyse technique comme moi dira aussi que bon, les prix avaient atteint à ces niveaux-là, on le voit sur le graphique, hein, des niveaux techniques relativement élevés, ce qui a pu pousser aussi certains investisseurs à sortir leur position et à prendre leur profit. En tout cas, on voit que les prix se sont repliés, mais le repli, malheureusement, malheureusement pour les acheteurs, a été de courte durée parce que le 25 mai, nouvelle enchère sur la capacité Russie-Ukraine. Et encore une fois, Gazprom n'a pas pris de capacité, ce qui a encore poussé le marché à la hausse. Et on voit que les prix à ce moment-là avaient cherché à casser la moyenne de 20 jours, ben, ils n'y sont pas arrivés. Et techniquement, c'était un signal pour dire que le marché n'avait pas encore fini de progresser. Le lien avec le charbon, on essaie de l'illustrer par un certain nombre d'indicateurs. Donc, le premier à gauche, il vous montre bien que le gaz suit assez bien ce que fait le fameux prix de parité avec le charbon pour la production d'électricité, parce que dans un marché aussi tendu, en fait, les centrales électriques se retrouvent à être les seules à pouvoir ramener le système en équilibre. Et évidemment, elles vont le faire lorsque le prix du gaz est très élevé par rapport au prix du charbon. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, tant que le prix du charbon augmente, poussé également par le prix du CO2, ce qui tend à alimenter la hausse de ce fameux coal switching level, ça veut dire que le gaz a du potentiel pour augmenter. Et on voit bien que mi-mai, lorsque le charbon a décroché, le CO2 également a décroché, on a vu la courbe grise chuter, mais le gaz a baissé à ce moment-là aussi. Malheureusement, la baisse a été de courte durée. Les prix repartent à la hausse, ce qui continue à alimenter cette dynamique haussière sur le gaz portée par les émissions et le charbon. Les niveaux de stock sont tellement bas, vous pouvez le voir sur le graphique à gauche, que il y a un risque que le gaz continue tout au long de cet été à être porté par cette dynamique haussière des prix du charbon et du CO2. Et même on notera que la décision américaine par rapport à Nord Stream 2, bon, pendant un temps on a pensé que ça pouvait contribuer à décrocher le gaz du charbon, mais l'effet a été plutôt de courte durée. Donc ça, c'est sur le spot et on voit qu'on a la même configuration sur la courbe, parce que la tension sur le spot s'est répercutée sur la courbe et la hausse des prix des émissions et du charbon a ajouté évidemment une pression haussière supplémentaire. Autre élément qui est intéressant sur ce graphique, c'est de continuer à montrer que, et Philippe en parlait tout à l'heure, les prix restent en backwardation, c'est-à-dire que le contrat calendaire 2022 continue à traiter significativement au-dessus des prix sur les maturités plus lointaines. Donc ça, c'est mon autre graphique de projection de prix. Ben, évidemment, vu la flambée des prix, on est largement au-dessus de ce que nous estimons être le max. Bon, plutôt que de reprendre le graphique et de refaire une base, moi, il me semble intéressant de conserver le graphique. Bon, présenté comme ça, on a le sentiment que bon, il est totalement à revoir, qu'il faudrait l'actualiser, mais non, je pense que ça montre juste la dynamique, la forte dynamique haussière qui est née de la prime de risque sur la Russie, de l'envolée des prix des émissions, et aussi du fait que la demande résidentielle résiste. On a énormément de problèmes sur les flux norvégiens. Et du coup, on a des stocks très, très bas. Donc, le marché se dit que oui, c'est normal de payer une prime par rapport à ce qu'on estimait être la trajectoire initiale. Si la tension persiste, ça veut juste dire que ce prix TTF sur 2022 pourrait rester durablement au-dessus de ce niveau-là et pourquoi pas se rapprocher, bon, on en est encore loin, se rapprocher de ce fameux prix de parité avec le charbon pour la production d'électricité qui est aux alentours de 25.
Cependant, ce que nous pensons, nous, c'est que, en fait, si on regarde la projection de ce fameux niveau max à la fin de l'année, donc en fin décembre, cette courbe, si on la prolonge, on est où? On est à 17,61 € du mégawattheure. Ce niveau de prix, pour nous, il est important parce que c'est aussi notre estimation de la moyenne des prix spot TTF au cours de l'année 2022, une sorte de prix fondamental. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est-à-dire que, idéalement, d'ici la fin de l'année, le marché pourrait revenir, parce que bon, plus on va se rapprocher en fait de la livraison, c'est-à-dire plus on va se rapprocher de la fin de l'année, plus le marché, on a une meilleure vue de ce que sera 2022, et progressivement, le prix va revenir sur ce fameux niveau de 17,61. Bon, malheureusement, la version moins optimiste du scénario serait de dire que les primes de risque sont tellement élevées, notamment sur Nord Stream 2, parce que derrière ce 17,61, il y a l'idée qu'au cours de l'année 2022, en tout cas, on aura Nord Stream 2 qui sera en place et donc on aura une augmentation des flux russes. Si le marché adhère à cette vision-là, il pourra basculer progressivement sur ce fameux niveau de 17,61. Si ce n'est pas le cas, on maintiendra une prime de risque d'ici la fin de l'année sur ce contrat 2022. Évariste, Oui. il y a quelques questions. Il y a un petit rappel sur, je ne sais pas si tu vois la question sur le lien entre les prix du charbon, du gaz et du CO2. Donc faire un petit rappel dessus. Et puis ensuite, on a besoin d'avoir ta boule de cristal sur, comme un peu comme souvent, vaut mieux-il rester spot vu que les prix forward sont très élevés. Et la petite dernière, c'est est-ce qu'on a une estimation à quelle date seront remplis les stocks, ou du moins à peu près à un niveau normal. Voilà, Ok. en Bon, résumé les trois. ok, super, merci. Je vais les prendre dans l'ordre. Donc, en fait, le lien entre charbon, gaz et CO2, on peut l'avoir via une formule simple, c'est-à-dire qu'on considère que les centrales électriques, comme je l'ai souligné, ce sont elles qui peuvent faire le marginal parce qu'elles ont la flexibilité pour équilibrer le bilan gazier. Donc, la formule, elle est obtenue en égalisant tout simplement le coût de production pour une centrale entre centrale à gaz et centrale à charbon. Donc, on dit, la centrale à gaz, qu'est-ce qu'elle paye comme coût? Elle paye le prix du TTF, auquel on rajoute du CO2 avec son contenu, à peu près 0,2 tonnes par mégawattheure. Évidemment, il faut le rendement de la centrale qui peut être de 50%. On divise on prend tout ça et on légalise avec la même formule pour la centrale charbon. Donc, le prix du charbon plus le contenu CO2. Donc, on est sur du 0,343 tonnes par mégawattheure, un rendement de centrale qui est un peu moins bon en général que la centrale à gaz. Et on considère que c'est égal. Et une fois qu'on a fait ça, dans cette formule, on a à la fois du gaz, on a du charbon et on a du CO2. Et après, tout dépend du produit que l'on cherche à modéliser, en fait. Donc, dans la modélisation que j'ai montrée sur le... Est-ce que je peux reprendre la main parce qu'on a basculé sur le CO2? Donc, si je reviens sur cette formule-là, en fait, la formule grise, c'est une formule de prix de gaz. C'est-à-dire que dans la formule dont je vous ai parlé, j'ai écrit que le prix du gaz, donc le TTF, est égal à quoi? Est égal, j'ai isolé le charbon et le CO2. Donc, du coup, ça me donne, pour un certain niveau de prix de charbon et de CO2, le prix du gaz qui permettrait d'égaliser le coût de production pour une centrale à gaz et pour une centrale à charbon. Donc, ça veut dire au final que lorsque le TTF, la courbe orange, est en dessous de la courbe grise, le gaz est moins cher. Donc, tant que le gaz est moins cher, c'est-à-dire que les centrales à gaz vont tourner. Donc, elles sont incitées à tourner, donc ça ne me permet pas d'équilibrer mon bilan. Lorsque le bilan devient très tendu, il faut que la courbe orange passe au-dessus de la courbe grise pour qu'il y ait une incitation pour les centrales à gaz à arrêter et que les centrales à charbon prennent le relais. Donc, c'est ça qui permet d'équilibrer le bilan gazier, en fait.
Donc ça, c'est par rapport à la première question. Sur la deuxième, oui, est-ce qu'il faut privilégier le spot? On va revenir sur cette formule-là. Évidemment, bon, vu ce que je vous ai dit, clairement, je suis en train d'expliquer que si, bon, après, il faut adhérer à notre scénario. Donc, dans le scénario, on dit que 2022, on va tomber aux alentours de 18 euros par mégawattheure, avec un certain nombre d'hypothèses, notamment Nord Stream 2. Mais si vous pensez, comme moi, qu'au cours de cette année-là, on aura Nord Stream 2 qui sera là, et donc avec une augmentation des flux russes, oui, si les prix restent au-dessus du 17,61 d'ici la fin de l'année, autant aller au spot. Par contre, si vous pensez que il y a encore toujours un risque sur Nord Stream 2, ça veut dire que la prime de risque, elle est justifiée, et auquel cas, bon, ce n'est peut-être pas la peine d'attendre le spot. On peut essayer de prendre déjà le prix en forward s'il atteint un niveau relativement acceptable. Les stocks de gaz, quand est-ce qu'ils pourraient revenir à un niveau normal? Tout dépend de ce que vous entendez par normal. Mais vu la faiblesse du niveau actuel de stock, à mon avis, ça va être compliqué de revenir au niveau de l'année dernière. Bon, l'année dernière était déjà une situation un peu exceptionnelle, mais même revenir sur le milieu du range, ça va être compliqué d'ici en fait la fin de la période d'injection, septembre, octobre. Donc, on risque de vivre avec des niveaux de stock relativement faibles par rapport à ce que vous entendez par normal. Mais après, on peut vivre avec, parce que les stocks, c'est uniquement une composante de l'offre. Si derrière, vous avez une faiblesse des stocks, parce qu'on n'aura pas eu assez de temps pour augmenter l'offre par pipe ou l'offre de GNL, et que finalement, on a quand même Nord Stream 2 qui arrive, disons, au cours de l'hiver, ce n'est pas gênant. C'est-à-dire que on pourra compenser cette faiblesse de l'offre qui viendrait des soutirages par une augmentation de l'offre par gazoduc, notamment de l'offre russe. Impact. Ouais, on enchaîne, ouais, Évariste, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Ouais, on va enchaîner. Merci. Ouais, on va enchaîner. Donc, on va enchaîner par le CO2. Ouais, parler des EUA. Donc, les EUA, bon, je pense que le graphique de gauche, il est assez parlant. Donc, forte hausse des prix. Donc justifié par des fondamentaux. Donc le premier graphique que je vous ai montré, rappelez-vous, sur les centrales électriques qui tournaient à la fois sur le gaz et sur le charbon, ça veut dire plus d'émissions. Ça veut dire aussi un peu plus de tension sur le système parce que bon, il a fallu compenser dans un environnement contraint au niveau de l'offre. Et l'autre élément déterminant, mais c'est évidemment la spéculation. Donc, si vous regardez les deux autres graphiques, ils montrent clairement le poids grandissant des spéculateurs sur ce marché-là. Ils sont attirés pas tellement par la tension fondamentale court terme, mais par en fait toutes les réformes en cours ou en discussion au sein de l'Europe, et notamment le fait de relever l'ambition de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon de 2030, de le passer de 40 à 55%. Donc, ces investisseurs se disent que ce marché, il est amené à progresser. Et donc, il y a moyen de gagner de l'argent, comme il le ferait sur des actions, par exemple, en investissant sur ce produit-là. Ça explique la forte hausse des prix. Bon, après, derrière, vous avez aussi les éléments fondamentaux qui vous montrent la tension grandissante sur ce marché, notamment le premier graphique en haut. Chaque année, progressivement, il y a une réduction en fait des émissions autorisées, et donc des volumes qui sont mis aux enchères. Donc un marché qui est de plus en plus contraint au niveau de l'offre. Et si les émissions augmentent parce qu'il y en a besoin, parce qu'il y a pour la production d'électricité, donc ça veut dire que progressivement, on est en train de tendre ce marché-là, et donc ce qui justifie la dynamique haussière. Rapidement sur le système britannique, bon, Philippe en a parlé, donc ça a été lancé avec les premières enchères le 19 mai, donc avec des prix qui sont un peu plus élevés que les prix européens de l'EU-ETS, bon, ce qui était aussi attendu. En tout cas, globalement, certains avaient pu espérer éventuellement avoir un petit effet baissier, mais bon, ce n'est pas le cas. Donc, le marché reste globalement tendu
que ce soit sur la composante européenne ou sur la nouvelle composante britannique. Un rapide mot sur les gaz verts. Donc, parce que cette forte hausse des prix des EUA est en train d'avoir un impact, et notamment là, je vous invite à regarder d'abord ce qu'on rajoute sur le TTF. Lorsqu'on regarde la composante EUA, jusqu'en 2018, vous voyez bien que la courbe orange et la courbe jaune étaient quasiment identiques, c'est-à-dire il y avait un effet quasiment nul des EUA, mais la forte hausse des prix des EUA est en train de rendre le gaz, on peut appeler gris, beaucoup plus cher que le gaz vert. Si vous avez une représentation à la fois sur le biométhane et l'hydrogène, en soi, ça reste encore plus cher, mais par le jeu des subventions, des garanties d'origine et un peu de gestion du risque, l'écart, cet écart peut se réduire assez significativement. Et vu le scénario haussier sur les EUA, on pense qu'il peut encore se réduire. Et même on pourrait rajouter aussi sur les gaz, on s'attend également à une certaine tension, peut-être pas dans l'immédiat, comme je l'ai dit sur 2022, mais à partir de 2023, 2024, 2025, on s'attend à ce que les prix du gaz aussi augmentent parce que tout simplement la demande asiatique va commencer à mordre en fait disons que les surplus de capacité qu'on a pu avoir, et le marché du GNL pourrait s'étendre à ce moment-là, à partir de 2023. Et donc, hausse attendue également sur les prix du gaz. Tout ça pour dire que l'écart pourrait continuer à se réduire. Et dans le même temps, comme on s'attend à ce qu'il y ait à la fois une baisse des coûts sur l'hydrogène et sur le biométhane, on pourrait avoir une compétitivité grandissante sur les gaz verts. Mais sur ces questions, en fait, on a des experts qui pourraient davantage vous accompagner si vous avez des questions plus particulières, mais notamment Aurélie Boscarolo qui était intervenue la dernière fois. Donc, c'est des choses qui pourraient, sur lesquelles on pourrait revenir pour vous aider. Donc, on va passer maintenant à l'électricité. Donc, rapidement, ça donne un bilan électrique pour, disons, l'Union européenne plus le Royaume-Uni. Donc, on a gardé le Royaume-Uni dans cet ensemble-là pour avoir une dynamique globale sur le marché électrique européen. Donc, part du gaz et du charbon en baisse. Bon, ça, c'est une constante. Et surtout le charbon. Donc, regardez la partie grise qui est en train de se réduire comme peau de chagrin. Ce qui est normal. On l'avait montré sur le premier graphique. Il n'y a que l'Allemagne, en fait, où le charbon continue à résister. Mais en fait, malgré cette baisse de part de marché, à la fois du gaz et du charbon, ces deux produits-là continuent à fixer le prix marginal. Rapidement, je vous rappelle le principe de la tarification marginale. C'est tout simplement que le prix de marché est fixé par le dernier mégawattheure qui est appelé à produire. Donc, même si la part est minime, il suffit qu'il y en ait un tout petit peu pour fixer le prix marginal. Ça peut paraître aberrant, mais bon, ça veut juste dire que le dernier mégawattheure qui est produit, il le sert à un client et il n'est pas normal que ces clients soient pénalisés par rapport à l'ensemble de tous les autres clients. Donc, pour toutes ces raisons, tout le monde paye ce prix marginal. Évidemment, ça peut paraître choquant et pour sortir de cette tarification marginale, la solution, c'est d'utiliser l'autre type de tarification, c'est-à-dire celle au coût moyen, où on dit, on fait finalement un prix qui est une moyenne pondérée de tous les prix. Mais c'est aussi l'idée qu'il peut y avoir derrière un PPA, tout simplement, parce que j'ai demandé à un producteur, finalement, quels sont vos coûts, voilà ce que ça coûte. Je vous rajoute une prime et derrière, on fait un prix qui est beaucoup plus fonction du prix moyen plutôt que de partir sur le prix marginal. Mais en tout cas, cette tarification marginale fait que lorsqu'on regarde l'évolution des prix spot, là, je vous ai pris un panel de 3 pays assez représentatif. Donc, il y a l'Allemagne, il y a la France et l'Espagne. On voit que sur tous ces pays-là, gaz et charbon continuent à tourner, à des degrés divers, parce que en Allemagne, vu la forte progression des
de l'éolien et du solaire dans une moindre mesure. Le charbon est en train de disparaître aussi progressivement, mais la lignite résiste. Bon, en France, on est dans une situation particulière, mais le gaz résiste. En Espagne, l'éolien est en train de monter en puissance, mais le gaz est aussi présent dans le bilan. Donc, il n'est pas surprenant lorsqu'on regarde maintenant la dynamique des prix. Regardez le deuxième graphique qui donne une vision d'ensemble. Ben, dans tous ces pays-là, le gaz et le charbon continuent à dicter la dynamique des prix. Le graphique donne aussi un autre message. Donc, si vous regardez sur l'Allemagne, on démarre l'année 2018 et 2019 avec des prix spot en moyenne qui étaient quasiment identiques, assez proches en tout cas, des prix du charbon. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, le prix du charbon était moins cher. Mais avec l'envolée des prix des EUA et aussi la hausse des prix du charbon, on voit que le charbon est passé au-dessus. Donc, le charbon est un peu plus cher que le gaz et les prix allemands sont revenus se coller en fait au prix du gaz. Qu'est-ce que ça nous donne comme message? En fait, tout simplement que, vu la pénétration des renouvelables, ben, le thermique est en train de perdre des parts de marché et que le marché de l'électricité en Allemagne, en tout cas en baseload, il se fixe au niveau du combustible qui est le moins cher. Donc, le charbon était le moins cher pendant une certaine période, on a été sur le charbon. Lorsque le charbon était plus cher, on est en train de revenir sur un prix fixé par le gaz, combustible le moins cher. Bon, encore une fois, rappelez-vous, on est en baseload. Si on avait fait les prix pics, évidemment, on commencerait à tutoyer le combustible le plus cher et actuellement, on serait plutôt proche du charbon. Mais en tout cas, ça veut dire que finalement, le marché fonctionne plutôt bien. C'est le combustible des moins chers entre les deux qui fixe les prix en baseload. On a encore besoin de gaz. Ben, je pense que Philippe l'a assez abondamment rappelé. Et on va continuer à tourner avec du gaz parce que bon, c'est de la tarification marginale. Si on en a besoin, même si la part est faible, on continuera à tourner avec du gaz. Il y a des chances que ce prix marginal continue à être fait par le gaz. En tout cas, en baseload. Donc ça, c'est sur le spot. Lorsqu'on regarde sur la courbe, évidemment, le signal qu'envoie le marché spot en disant que j'ai besoin du charbon ou du gaz pour tourner, ben, ce signal va se répercuter sur la courbe. Et donc, on voit assez nettement sur le graphique de droite que que les prix sur le contrat calendaire, ils vont continuer à suivre les coûts du combustible, un peu moins le charbon. Il n'y a que l'Italie qui se raccroche au prix du charbon parce que le marché est encore plus tendu. Par contre, que ce soit en Espagne, en France ou en Allemagne, on voit que c'est le gaz, donc le combustible le moins cher, qui donne la dynamique des prix. Bon, les deux autres graphiques sont des graphiques techniques, forte envolée des prix, ben, de la même manière qu'on l'avait vu sur les EUA et sur le gaz. Donc, la volatilité qu'on avait sur les combustibles se répercute également sur les prix de l'électricité. Lorsqu'on regarde la courbe un peu plus lointaine, on voit que cette volatilité-là, on la retrouve aussi. Évidemment, c'est le contrat calendaire 2022 qui a davantage progressé, mais les maturités lointaines également ont aussi progressé, que ce soit en Allemagne, en France ou en Espagne. Sur l'Espagne, la courbe est un peu particulière. Bon, donc on est surpris de voir des prix CAL 24, 25, 26 relativement faibles. On pense que c'est un effet des pipiers. Bon, il y a aussi un effet de liquidité. On n'est pas certain qu'il y ait suffisamment en fait de liquidité pour justifier ces niveaux de prix. Peut-être qu'ils sont portés par des flux relativement faibles. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que avec ces niveaux de prix sur des maturités 25, 26 qui sont crédibles, notamment sur le marché allemand, parce que c'est le marché le plus liquide et les volumes supportent cette vue-là. Avec ces niveaux de prix, on est clairement sur des niveaux qui justifient des PPA. Parce qu'on peut trouver des PPA à des prix compétitifs sur ces niveaux de prix-là. Et le marché ne s'y trompe pas. Donc, la dynamique sur les PPA, elle continue à être forte. Là, on vous a mis quelques chiffres sur le début de l'année, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Les États-Unis, c'est le marché le plus dynamique, mais l'Europe n'est pas en reste non plus. Donc, le marché reste dynamique.
Et la flambée des prix, donc portée par les EUA aussi, hein, mais aussi par les combustibles gaz et charbon, ben, justifie qu'on commence à s'intéresser à ce genre de pipier comme alternative au prix de marché. Et là aussi, si vous avez des questionnements, bon, il y a des collègues qui pourraient vous accompagner. Donc, la dernière fois, Anne Higuiard était intervenue hein, sur le pipier. Et donc, là, sur le suivi de ce marché-là, il pourrait vous en dire un peu plus. Bon, j'ai un dernier slide en termes de conclusion. Philippe, j'ai le temps encore. De toute façon, là, en fait, c'est une réflexion que je voudrais mener avec vous hein, et bon, qui pourrait faire réfléchir. On a parlé de gaz, on a parlé d'électricité. Là, je vous invite à regarder le graphique de gauche. Hein, donc, c'est le TTF. Bon, j'aurais pu faire la même chose sur l'électricité parce que comme on l'a vu, les mouvements sur l'électricité reflètent assez fidèlement les mouvements sur le gaz et sur les EUA. Donc, le graphique démarre en 2018. Bon, on était sur une période de croissance relativement forte. Après, ça s'est mal terminé en 2019-2020. Et là, on est reparti sur 2021 sur des niveaux qui ressemblent à des niveaux de 2018. Donc, c'est comme si on avait tout effacé, comme si le Covid n'avait pas existé. Hein, mais Philippe en a parlé sur d'autres matières premières, mais là, ça s'illustre aussi assez bien sur le TTF. Et je peux comprendre qu'à ces niveaux de prix-là, il soit difficile de prendre une décision de fixation, parce que les prix sont quand même sur des niveaux historiquement élevés. Mais la réflexion que je voulais mener avec vous, c'est de dire, si on essaie de regarder de façon plus globale, au final, l'énergie pour la plupart des produits industriels, c'est un input. Et pour produire, que ce soit du plastique, donc regardez sur le graphique de droite, ou du papier pâte à papier, du sucre blanc, des engrais, du verre plat ou de l'acier. Au final, lorsqu'on fait cette comparaison en indice, on se rend compte que ce qui peut paraître excessif sur l'énergie, finalement, c'est tout simplement porté par une dynamique qui dépasse même le cadre de l'énergie. Donc, je pense que Philippe l'a évoqué assez bien. On a parlé de la Chine qui tire, donc la reprise est là, elle est en train de gagner également d'autres pays. Mais ça se traduit en fait par un boom hein, sur les produits industriels. Il y a une demande industrielle et la réflexion qu'on peut mener, c'est de dire au final, est-ce que c'est vraiment le prix de l'énergie en absolu qui est important ou est-ce que c'est l'écart hein, que je peux avoir entre mon produit industriel et ce prix de l'énergie-là. Donc, si je fais cette réflexion, peut-être que la décision de couverture pourrait être prise de façon plus simple. Bon, ça n'empêche pas qu'il faut quand même, et c'est notre travail hein, en tant qu'énergéticien, de vous aider à optimiser l'achat d'énergie. Mais derrière, peut-être que si je réfléchis à l'échelle des activités de l'entreprise, il y a peut-être une couverture globale qui pourrait être menée en disant oui, j'achète mon énergie, ça peut pas être cher dans l'absolu, mais dans le même temps, je vends un produit industriel qui bénéficie aussi d'un prix élevé. Et au final, si j'arrive à dégager une marge acceptable sur la vente de mon produit industriel et l'achat d'énergie, la décision de couverture vaut quand même la peine d'être prise. Voilà. Merci Évariste. En fait, je voudrais rebondir aussi, Évariste, sur le marché qui est en forte backwardation, que ce soit sur l'élec et sur le gaz. Et une des possibilités pour les acheteurs qui n'ont pas ou peu couvert les échéances proches du 2022, c'est d'acheter sur plusieurs années en même temps pour faire simplement lisser le prix à la baisse et en utilisant des prix plus bas sur 23 et 24. Quand je vois que le TTF, il y a quasiment 3 € d'écart, il y a bien un marché qui est surpricé ou sous-pricé. Pour l'instant, c'est pas le débat. Là, je suis plus en pragmatisme et de dire comment je profite de cette backwardation actuelle. Personnellement, je suis pas forcément convaincu qu'elle devrait rester puisque fondamentalement, je vois pas pourquoi les prix sont si bas aux échéances lointaines. Alors, à toi de me dire si je me trompe. Et donc, j'aurais plutôt tendance à profiter de ces opportunités de marché et au lieu d'acheter que du 22, acheter du 22, du 23, acheter du 22, 23, 24. Comme ça, le prix du 22
avec 3 € d'écart, ça le fait baisser d'1,50 €. Donc ce sont des petits systèmes qui sont assez simples. Et il y a un autre aspect aussi, et j'en suis convaincu, c'est d'acheter sur du long terme. On se rend compte que des achats à 5, 7, 10 ans, alors évidemment pour un client industriel, c'est pas simple, mais prendre des petits volumes sur des maturités lointaines, ça permet d'avoir un prix de l'énergie relativement bas et d'empiler comme ça dans sa stratégie, d'avoir loqué des volumes peut-être faibles, mais à des prix intéressants. Et le marché est clairement dans cette situation. Ouais, mais tout à fait d'accord, hein, Philippe. Mais merci beaucoup. Hein. Donc, si on prend l'exemple du TTF sur ce que tu dis sur la backwardation, rappelez-vous, je vous ai dit que bon, autant en 2022 avec Nord Stream 2, on pense qu'il y a moyen que les prix chutent. Mais par contre, vu que sur le GNL, on s'attend à une tension grandissante parce que on a le boom en fait des fortes augmentations de capacité, que ce soit d'Australie, des États-Unis et de Russie. Ce boom-là, il est en train de se terminer. Donc, on va connaître une période 2023-2025 où il y aura moins de GNL, sachant que dans le même temps, on a le marché asiatique qui va continuer à tirer. Hein. Donc, l'Asie va faire aussi peut-être sa transition énergétique, mais en passant plutôt du charbon au gaz, et donc au GNL. Donc, ça va continuer à tirer. Donc, sur du 23, 24, 25, on pense qu'il y a du potentiel de hausse sur le gaz. Par contre, sur le 22, comme on l'a dit, si Nord Stream 2 est là, ça pourrait chuter. Et donc, le refermement du spread, comme tu l'évoques, je pense que c'est tout à fait une possibilité. Donc, le spread va se resserrer. Donc, le cours va baisser, mais par contre, sur du 23, 24, 25, ça pourrait augmenter. Et par rapport à ton autre commentaire, je pense que le marché qui va bien l'illustrer, c'est plutôt l'Espagne, parce que lorsqu'on voit sur les prix de l'électricité, bon, c'est des choses qu'on peut trouver aussi sur d'autres marchés, hein, mais bon, je pense que le cas le plus évocateur, c'est quand même l'Espagne. Sur des maturités lointaines, on est parfois en face d'opérateurs qui cherchent à financer des projets. Donc, sur des PPA, c'est clairement le cas. C'est-à-dire que pour aller voir le banquier et financer ce projet, ils ont besoin de montrer un contrat d'achat. Donc, il y a possibilité parfois d'avoir des développeurs en face qui sont prêts à vous proposer des prix acceptables sur des maturités lointaines, et ce qui peut faire des décrochages de marché. Et ces décrochages-là doivent être considérés comme des opportunités parce qu'il n'est pas sûr que l'écart reste. Hein. Ben, comme cela est le cas sur l'Allemagne ou la France, ben, l'écart va se resserrer. Quoi. Donc, c'est maintenant qu'il faut profiter de ces maturités lointaines-là au moment où ils sont encore relativement faibles. Eh ben, on est en phase. Alors, il y avait quelques questions. Ce que je te propose, c'est qu'on va arrêter puisqu'on est un petit peu en retard. Je vois que bon, on n'a pas perdu énormément de participants. Et puis, je te donnerai les questions et le nom des contacts et on fera une petite réponse par mail ou téléphonique avec le client pour répondre rapidement. OK. Je tenais à te remercier, à remercier aussi Monsieur Chalmin, et j'espère que en novembre, la date où on fait notre petit déjeuner, on le fera ce coup-ci physiquement pour tous se voir et échanger de nouveau sur ces sujets. Je vous souhaite une bonne journée et puis voilà. Merci, au revoir. Au revoir.